Et je crois que nous sommes en ligne normalement. Bonjour tout le monde. Salut François. Merci d'être avec nous pour démarrer cette journée de live métier dès 9 heures. Merci pour ton courage d'être avec nous ce matin. Et bonjour à toutes et à tous. Peut-être rapidement un petit mot sur Chance pour les personnes qui nous écoutent ce matin et qui ne connaissent peut-être pas forcément Chance, mais Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous ou simplement pour redonner du sens à votre travail. Et quand vous faites justement le parcours Chance, on vous invite à explorer beaucoup de métiers et c'est ce que nous faisons justement avec ces lives métiers. Donc, on a la chance cette semaine d'avoir des personnes qui ont accepté volontairement de venir parler de leur métier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, on commence avec toi, François. Tu as accepté de venir nous parler de ton métier de web designer. Exactement. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vais te donner la parole peut-être pour nous parler de ton parcours et de ce qui fait que voilà, aujourd'hui, tu en es arrivé là et de nous raconter ce que c'est que le métier de web designer. Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. On les traitera ensemble avec François juste après. Donc, n'hésitez surtout pas au fur et à mesure de poser toutes vos questions. Ok. Voilà, et je pense, François, que voilà, tu peux démarrer Ça marche. peut-être en nous Du coup, de parlant. mon côté, pour faire rapidement, du coup, j'ai fait un petit bac plus 2 en gestion financière. Et au cours à la fin de mes études, je me suis lancé en banque, tout ce qui était conseiller bancaire. Du coup, j'ai fait 6 7 mois, après ensuite 1 an. Et au bout de la deuxième expérience bancaire, c'est vrai que je me suis aperçu, j'ai fait une petite réflexion sur moi-même, et dans le sens où j'arrivais pas à me retrouver dans le métier. Et donc, du coup, j'ai, on va dire, pris mes aspirations personnelles, ce que j'aimais, ce que j'appréciais, donc le côté tech, et aussi ce qui se passait aussi autour de moi dans le monde, je veux dire les opportunités. Et c'est là où du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était technologie web, technologie aussi application mobile. Et ce qui fait que j'en suis arrivé au fait que il y avait une belle opportunité, c'était sur le côté Webflow. En fait, c'est des outils no-code qui commencent à vraiment prendre pas mal de place dans la- dans l'environnement tech, parce que on gagne du temps, de l'argent, et par rapport aux vraies technologies pures et dures, on gagne pas mal de temps. Et du coup, il y avait une opportunité, c'est côté Webflow. Et en tant que web designer, du coup, aujourd'hui, je suis chargé, en fait, j'accompagne des startups pour réaliser leur maquette sur Figma, donc c'est un outil de design, et je les intègre après sur Webflow pour que leur site soit live et qu'ils puissent bénéficier un peu d'une carte de visite, d'un aspect marketing, de générer des leads, par exemple. Donc voilà, la finalité, elle est là. Super, merci François. Bon, du coup, moi, j'ai plein de questions pour toi. Tu es passé très rapidement sur ton parcours, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait si aujourd'hui et si des personnes nous écoutent et qui souhaitent devenir du coup web designer, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce métier? Quelles sont les voies possibles? Les études peut-être? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Ok. Mais après, en tant que, si on se met à la place de quelqu'un qui se met en reconversion, des fois, on n'a peut-être pas forcément envie de retourner à l'école et ça fait un peu peur. Donc, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2023, il y a quand même pas mal d'opportunités, pas mal d'autres voies que de retourner complètement sur le banc de l'école. Et vous avez quand même pas mal de choses, par exemple, tout ce qui va être e-learning, toutes les formations à distance, en digital. Je pense aussi à Open Classroom, par exemple, ou à d'autres, des bootcamps de 3 mois, 3 à 6 mois. Et il y a vraiment une problématique qui revient souvent, un sujet qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, c'est l'UX et l'UI design. En fait, c'est un peu le complément du web designer. Ça va être l'interface utilisateur, donc le visuel, la hiérarchie des textes, et ensuite l'UX, c'est l'expérience utilisateur dans son entièreté. Et pour cette catégorie, franchement, vous avez beaucoup de bootcamps et en 3 à 6 mois, on peut ressortir avec de bonnes compétences
qu'on peut faire valoir sur le marché du travail. Ok, ok, génial. Merci pour ces informations précieuses. Et justement, tu parlais des compétences. Est-ce que tu as des compétences en tête qui sont importantes d'avoir quand on veut faire ce métier? Du côté caractère, tu veux dire, ou plutôt côté technique pur et dur? Bah, les deux. Ok. Je pense que les deux, ça marche bien ensemble. Ouais, ça marche. Du coup, en gros, la première, ça serait les soft skills, on va dire. Donc, tout ce qui va être patience, curiosité, parce qu'aujourd'hui, le web design, ça bouge beaucoup, beaucoup. Et donc, comme dans tous les secteurs, hein, je pense que, mais toujours être à la dernière, enfin, à la pointe, entre guillemets, de ce qui se fait, les dernières tendances, et notamment les outils de no-code, par exemple, de détecter quels outils peuvent vraiment être valuable pour l'entreprise. Donc, ça, c'est les soft skills, on va dire, attention, patience, curiosité. Donc, avec le client, je pense que c'est les trois. Et après, du côté des compétences vraiment pures et dures, Mhm. là, du coup, enfin, l'essentiel, c'est de maîtriser le côté pack Adobe dans sa globalité, donc la suite Adobe. Il y a Figma. Webflow, c'est un des outils parmi tant d'autres, mais il y a Webflow, il y a Framer, il y a Bubble. Donc, c'est trois outils-là qu'il faudrait maîtriser en vrai comme compétences. Et après, je pense que c'est vraiment le bagage solide. Ensuite, après, si on peut aller plus loin, hein. Il y a tout ce qui est motion design. Donc là, ça va être After Effects et Jitter. Ça va être. Qu'est-ce qu'on peut sinon après, je suis en train de réfléchir à d'autres motion design. Et après, tout ce qui va être aussi problématique UX, donc interviewer des utilisateurs, rechercher le besoin des utilisateurs sur un produit. Donc là, ça demande quand même des compétences humaines, de l'empathie, parce que du coup, il faut comprendre un peu, se mettre à la place d'eux et de plusieurs individus. Ça peut être aussi déterminer des profils types. Et quand on va en fait, à la suite des enquêtes utilisateurs, on va déterminer des profils types. Et c'est là où vraiment la notion d'empathie, eh ben, elle prend tout son jeu, enfin tout son intérêt. Voilà. Mm. Ok, super. Donc, tu as aussi un lien finalement avec peut-être les clients en fonction de l'entreprise dans laquelle tu travailles, quoi. Exactement. Notamment, C'est vrai que ça ouais. dépend beaucoup de l'entreprise en question, ce Oui. qu'elle veut faire et du besoin. Donc, franchement, ça dépend. C'est assez varié, quoi, en fait. Hmm. Super, merci beaucoup pour ça. Tu as une question d'ailleurs de Manon qui te demande combien de temps tu as mis pour te former avant de trouver ta première mission. Donc ça, c'est sa première question. Et ensuite, elle te demande comment tu as trouvé ta première mission. D'accord, ok. Donc, du coup, première question. Le temps global, j'ai mis à peu près donc, 6 mois pour la partie Figma. Et Webflow, je l'ai fait sur 3 mois. En fait, j'ai commencé un peu en amont quand j'étais en tant que conseiller bancaire, le soir et un peu les week-ends, où tu commences un peu à te former, donc via du e-learning ou alors bootcamp, c'est les deux options en gros. Et sur Figma, 6 mois, et après 3 mois sur Webflow. Par contre, Webflow, enfin, c'est un outil comme un autre. Ça peut être un autre outil de no-code pour construire des sites, hein. Il n'y a pas forcément une nécessité. Mais voilà, en tout et pour tout 9 mois. Et après, pour trouver la première mission, du coup, je conseille, c'est en même temps qu'on finit de se former sur la fin de la formation, de commencer déjà à essayer de s'inscrire sur des plateformes, euh, sur aussi pour commencer à poster un peu de contenu, documenter un peu son parcours, son changement de vie. Et du coup, pour répondre à Manon, je me suis inscrit sur Malte, donc c'est une plateforme de freelance. Et au bout de 2 mois, ça a été la première mission, c'est la plus longue, on va dire, c'est le plus long, c'est la première. Une fois qu'on l'a trouvée, après, du coup, les contrats, ils s'enchaînent. Et si ça se passe bien. Et voilà. Génial, merci François et j'espère que ça aura répondu à votre question, Manon. Euh, et peut-être pour en savoir plus aussi sur ce que tu fais au quotidien, vraiment tes missions qui font partie de ton pilier métier. Est-ce que tu peux nous parler, bon, j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, mais est-ce que tu peux nous parler d'une journée dans le cadre de ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Alors, bon, on peut prendre. Il n'y a pas de journée type, mais c'est vrai que quand on jongle des fois avec différents clients, mais si je prends un client pour une journée, par exemple, ce qu'on va faire déjà, si on décrit le process global, c'est on va dire une petite visio en début de journée pour comprendre ses besoins, son objectif, pourquoi il veut un site web ou pourquoi il veut telle application mobile, enfin pourquoi il veut la construire.
Donc ça, on fait une petite visio, un petit bilan. C'est bien de lui présenter au client, c'est un process structuré, comme ça, on sait où on va, en fait. Donc, au cours de la visio, on lui présente un petit process qu'on va appliquer, hein. Et après la visio, du coup, on a déjà les infos globales sur ses objectifs, son projet. On va commencer du coup à transmettre tout ça sur Figma. Donc ça, c'est l'outil design où on va donc commencer à ce qu'on fait des pré-maquettes, c'est-à-dire des wireframes. Donc c'est juste le texte et la structure des pages, juste pour que le client il puisse se projeter. Donc ça serait le matin, on ferait ça. Ensuite, en général, on fait un petit point avec le client dans le début d'après-midi pour que qu'il nous fasse un petit retour sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu produire. Et à la suite de ça, du coup, ce serait de faire les maquettes, donc sur l'après-midi ou le lendemain matin. Et c'est vrai que tout décrire sur une journée, comme c'est un projet, le projet en général dure une semaine, ça va être dur de voir toutes les étapes en une journée. Donc, Mais c'est déjà super parce que ça donne aussi, le début, on rentre un peu dans ton quotidien. Donc, ouais, voilà. ça rend un peu plus concret ce que tu nous expliquais du métier. Merci beaucoup, François. Et tu as une question de la part de Damien qui te dit, sachant que je ne suis pas du tout de cet univers et pas vraiment connecté, il m'est connecté entre guillemets, est-ce que Ok. tu me conseilles ce métier? Et est-ce qu'il vaut mieux être en freelance ou en salarié? Ok. Alors, pour la première question, donc pas du tout de l'univers. Tout ce qui est tech, il faut quand même avoir une appétence pour, voilà, je veux savoir ce qui se cache derrière mon écran. En fait, moi, la problématique, elle est là. C'est déjà d'avoir une appétence personnelle sur comment ça fonctionne, en fait, au lieu de swiper, derrière comment ça se passe, en fait, le fonctionnement. Donc, à être curieux par rapport à ça. Donc quand même avoir une petite appétence et aussi de choisir les bonnes, enfin, de saisir un peu les bonnes opportunités. C'est un peu comme tout dans la vie, mais de choisir le bon outil qui est vraiment en train d'être tendance pour ne pas se faire, entre guillemets, euh, pour ne pas s'ennuyer ou se faire déprécier par l'entreprise. Quand je dis ça, c'est, je pense à WordPress aujourd'hui. Il n'y a pas de constat, hein, mais aujourd'hui, WordPress perd des parts de marché et Webflow, Framer prend des parts de marché. Donc, si on se positionne web designer sur WordPress, on n'est pas forcément dans la bonne position, on n'est pas dans la bonne dynamique, je pense aujourd'hui. Donc, il y a deux choses, il y a l'appétence personnelle et il y a aussi de l'opportunité du marché. Et ça, je pense que c'est sur tous les secteurs, en fait. Mais ouais, voilà. Et Ok. après, il vaut mieux être en freelance ou salarié. Là, par contre, je te conseille tout dépend du profil, mais si on se reconvertit et qu'on commence du coup le métier, moi, je te conseille de te mettre en freelance au départ, de te forger plein d'expériences, de vraiment faire de la masse, entre guillemets, pour que tu aies un aperçu, parce que dans la formation, tu vas avoir les bases, mais après, c'est dans l'expérience où vraiment tu vas avoir des petits détails que tu n'avais pas vu dans la formation, et c'est là où tu vas les traiter. Donc, vraiment de se positionner en freelance au départ. Et après, tu vois, en fonction, si l'activité, elle fonctionne bien, etc., et que c'est plus intéressant pour toi de rester en freelance, autant rester comme ça. Surtout que la gestion du temps, elle est quand même mieux en freelance. Franchement, Oui, du coup, ça vaut le merci coup. beaucoup, François. Quels sont les avantages selon toi pour être en freelance plutôt qu'en salarié sur ce type de métier? L'avantage, c'est parce que du coup, tu peux gérer plusieurs projets, donc découvrir plusieurs types d'entreprises, plusieurs domaines, c'est plus enrichissant. Tu as plus d'expérience du coup parce que tu n'es pas cantonné à une seule fonctionnalité. Il y a aussi la capacité d'adaptation. Quand on est en freelance, du coup, vraiment, on la travaille énormément. Alors que une fois qu'on est salarié, on est dans notre poste et après, bon, on s'adapte. C'est deux visions différentes. Mais voilà, côté freelance, c'est l'adaptation, l'enrichissement. Euh, et on va dire que ouais, ça pourrait tout, mais c'est déjà très bien. Ouais, super. Et la possibilité de gérer aussi son temps de travail et du coup, j'imagine, d'avoir plein de projets, donc d'apprendre plusieurs choses grâce à ce statut. Merci pour ça. Et du coup, Damien te demande si la partie codage prend beaucoup de place sur la mise en place d'un site internet. Ouais. Alors du coup, on va dire que c'est l'avantage, et il y en a quand même une petite partie, hein, mais l'avantage des outils no-code qui deviennent tendance, donc comme Webflow, c'est que toute la partie code est visuelle, et donc toutes les propriétés, donc il faut connaître, on va dire, son HTML, son CSS, son JavaScript, donc les langages de programmation.
Mais toute cette partie-là, en fait, elle est traduite visuellement. C'est-à-dire que chaque propriété, on l'a de manière visuelle. Donc, c'est bien plus facile. Il y a même des développeurs qui utilisent Webflow pour générer du code de base, parce que c'est plus simple que de le saisir à la main sur son écran noir, voilà, un peu en cachette, entre guillemets. Donc, en fait, elle prend une petite part, c'est-à-dire qu'il y a du code à rajouter sur certaines parties, mais c'est très peu par rapport à un développeur qui va se concentrer sur. Et au niveau de la qualité, par contre, franchement, c'est pas que je travaille pour Webflow, mais au niveau de la qualité, Webflow, on a vraiment un rendu propre, très propre. Il n'y a pas d'animation qui lag, qui bug, de compromis, entre guillemets. Ok, super. Merci beaucoup, François. Et j'espère que ça aura répondu à votre question, Damien. On repasse sur le sujet de freelance, François, et tu as Arnaud qui te demande comment faire face au syndrome de l'imposteur, pardon, et non pas l'importance, quand tu te lances pour la première fois en free. Est-ce que tu as parlé avec d'autres freelances plus expérimentés, peut-être en amont avant de te lancer, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs? Est-ce que c'est une dynamique que tu gardes de parler justement avec d'autres freelances? En tout cas, voilà, tu as une première question Ok. sur vraiment comment tu fais face à ce syndrome de l'imposteur quand tu t'es jamais lancé, que tu te lances pour la première fois. Ouais. Bah déjà, la première fois, déjà, ce que je conseille, c'est d'avoir une mission à taille, on va dire, humaine, enfin, à notre capacité de travail. C'est-à-dire que si on a un gros projet, que l'on sent que le client il veut un site internet énorme, une application énorme, un gros travail derrière, c'est mieux de refuser que de vraiment se lancer et de faire n'importe quoi. Donc, vaut mieux commencer petit. Comme on dit, bah, l'oiseau, il fait son nid. Donc, en fait, on le fait petit à petit. Donc, première mission, on prend un time modéré. Ce qui est bien, par contre, aussi, c'est quand même de prendre des missions challengeantes, donc petit à petit avec le temps. Donc, les deux, trois premières missions, on commence à son niveau. Et ensuite, avec le temps, de toujours aller chercher une mission qui reprenait un peu les compétences de l'ancienne et une petite plus-value où elle est un peu tricky, un peu risquée. Comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on progresse au fur et à mesure. Et ça, cette partie-là, on l'a pas dans une formation. Donc, peu importe, même si on fait un bac plus 5, je veux dire, en master design, derrière, la réalité client, ben, elle sera là et elle sera pas forcément comme ce qu'on a écrit sur le papier. Donc, ce qu'il faut, il faut réfléchir, mais après, il faut passer aussi à l'action. Il faut pas trop réfléchir. Franchement, c'est juste le conseil global. Et pour la deuxième question, est-ce que tu as parlé à d'autres freelances? Alors moi, j'ai pu discuter déjà avec en fait on va dire les freelances qui, à l'époque, enfin il y a 1 ou 2 ans, on va dire, qui étaient vraiment en vogue pour Webflow. Donc il y a, par exemple Théo Roland, Vincent Bidot. C'est vraiment les deux figures propres à mon métier. Et ces deux personnes, enfin l'idéal, c'est déjà de discuter avec eux, de les suivre un peu sur les réseaux, LinkedIn, voir ce qu'ils postent, comprendre un peu les problématiques. Ça, c'est vraiment le conseil principal. C'est pas forcément aller poser des questions à 150 personnalités, mais surtout de suivre, on va dire, les bonnes personnes. Et comme ça, bah, du coup, on va dire qu'on progresse. Il y a le côté mission pour progresser et aussi sur LinkedIn, hein, je pense, LinkedIn. Où voilà. Super, merci François et j'espère que ça aura répondu à votre question, Arnaud aussi. Tu as maintenant une question de Manon qui te demande si sur certaines missions, tu travailles avec des développeurs pour avoir une complémentarité technique sur des besoins plus techniques du client. Alors, pour le moment, enfin, pour le moment, franchement, j'ai presque très peu travaillé avec une équipe complémentaire parce qu'en fait, le besoin principal d'une entreprise, aujourd'hui, quand elle va sur un outil no-code comme Webflow, c'est le coût économique. Elle veut pas une équipe derrière de développeurs, de 5, 10 développeurs qui vont lui coûter vraiment énormément par an. Donc, l'idéal, en général, je travaille beaucoup, c'est avec les équipes marketing, par contre. Parce que les outils no-code comme Webflow, c'est destiné surtout aux équipes marketing, de leur donner de l'indépendance, de l'autonomie. Et du coup, c'est vrai que les développeurs, pas tellement, parce que du coup, cette partie-là, c'est plutôt moi qui la gère. Mais par contre, les équipes marketing, leur mettre en place un CMS, c'est-à-dire des contenus qui peuvent éditer rapidement, changer le texte rapidement, les images,
Ça, c'est des petites fonctionnalités de base pour, on va dire, maîtriser et optimiser leur temps et y faire gagner de l'argent à l'entreprise, en fait. Donc, surtout l'équipe marketing. Super, merci François et j'espère que ça répond aussi à votre question Manon. Tu as maintenant une question de Jean-Baptiste. Merci à toutes et tous d'ailleurs pour toutes vos questions très pertinentes. Jean-Baptiste te demande quelle part de ton activité tu fais en distanciel. Ouais. Alors, du coup, là, globalement, actuellement, c'est 100% en distanciel. Après, il m'est arrivé d'avoir des clients qui me demandaient de venir en présentiel. Je pense par exemple à Aromazone. Bah, ils m'avaient demandé pendant même 2 semaines dans leurs locaux, donc en présentiel. Donc, je m'adapte, mais principalement, depuis que j'ai commencé mon activité, ça va faire 2 ans, ça a été, on va dire, 98% en distanciel. Franchement, il y a vraiment une toute petite part en présentiel. Euh, donc après, le côté humain, par contre, on le retrouve, hein. Franchement, en visio, on fait très très souvent de visio. Donc le côté humain, quand même, il est là. On n'est pas non plus tout seul devant son écran complètement toute la journée, quoi. Donc franchement, c'est cool. Voilà. Super, merci François. Et tu as Smita qui te demande si tu as pensé à te spécialiser dans le métier de l'UX ou l'UI designer, tu en parlais tout à l'heure, et sinon, pourquoi pas? Exactement. En fait, la formation que j'ai faite pendant 6 mois sur Figma, elle est basée sur l'UX design, en fait. Donc, tout ce qui était web designer, ça a été après, c'est une petite spécialisation. Mais en fait, l'UX, UI, c'est la partie qui englobe le web designer et le designer d'applications mobiles. Donc, en fait, l'avantage, c'est de pouvoir faire les deux. Maintenant, si on a un client qui est spécialisé sur ce qui veut, qui a un besoin sur un site web, dans ce cas-là, c'est là où, d'où l'appellation web designer. Mais moi, de mon côté, genre sur LinkedIn, par exemple, je sais que je peux maîtriser les deux. Genre, enfin, je maîtrise l'UX, UI design. L'UX, c'est quoi? C'est l'expérience utilisateur dans son entièreté. Et l'UI, c'est juste l'interface utilisateur. Donc, ça va être les couleurs, la hiérarchie, ce qu'on avait pu dire auparavant. Donc, en fait, quand on est web designer, on est juste une petite branche de UX, UI designer. Mais, euh, mais la grosse branche, en fait, il faut la maîtriser de base. C'est absolu. Enfin, on va dire que c'est la base pour tout le monde. Qu'on soit web designer ou qu'on design pour des applications mobiles, il faut avoir des notions du X et du Y, surtout en ce moment dans le marché actuel français. En fait, aux États-Unis ou en Australie, par exemple, ça s'est beaucoup développé, ce genre de poste. Et là, on commence à les voir beaucoup en France. Mm. Et donc, c'est vraiment c'est vraiment la base du sujet. Il faut avoir une spécialité UX, UI. Et après, on choisit, soit on va en application, soit on va site web. Super, merci pour ta réponse détaillée. Voilà. Tu as maintenant des questions plutôt sur ta grille tarifaire. Déjà d'avoir une idée de ta grille. Et aussi, Smita complète la question d'Hélène et te demande comment tu l'as définie, en fait, cette grille tarifaire, surtout au démarrage en tant que web designer. D'accord, ok. Alors sur la grille tarifaire, donc il y a trois méthodes de pricing. C'est vrai qu'en freelance, c'est un peu la problématique. Donc il y a le TJM, donc qui est payé à la journée. Donc là, il faut trouver un client qui est OK pour vous rémunérer, vous faire confiance en tout cas à la journée. Donc là, moi, de mon côté, en TJM, je suis en général 325 euros par jour, hors taxe. Après, tout ce qui est, je veux dire, par projet, c'est-à-dire faire un prix, établir un devis pour un site web de 5 pages, par exemple. Donc ben là, ça va se jouer, c'est au niveau du contenu, déjà des animations du client, ce qu'il recherche. En général, la première visio, je lui demande déjà un peu quelle sorte de site, quelle sorte d'inspiration il a pu checker, regarder. S'il ne l'a pas fait, je lui demande par la suite. Mais en gros, du coup, ça va surtout dépendre du nombre de pages et des animations pour la grille tarifaire. Après, ce qui est bien, moi, enfin, c'est un conseil perso, mais de mon côté, c'est pour les d'autres freelances ou quoi, c'est de se fixer, on va dire, euh, des prix, des lignes de prix, c'est-à-dire pour 3 pages. Si c'est juste une landing page, c'est autour de 1 500 euros. Si c'est 3 pages, ça va être 2 700, et de le faire de manière dégressive pour du coup encourager, on va dire, les potentiels clients à aller vers une option un peu plus haute. Mais, euh, mais ouais, voilà. J'espère avoir répondu. Elle voulait une idée précise de la grille tarifaire Euh, ou... oui, je pense que l'idée, c'était d'avoir une idée globale, enfin générale Ok. de ta grille Des tarifaire. prix du marché? Ouais, Ok. et aussi de savoir en fait comment, en fait, quand
tu l'as jamais fait. Comment tu fais pour définir ta grille tarifaire quand tu commences en fait Ah dans le oui, ok. métier? Ouais. Est-ce que toi, tu as des petits conseils que tu avais mis en place justement pour la première fois, ta première grille tarifaire? Ça, Comment tu avais fait? de mémoire. Je sais que j'ai commencé crescendo, en fait, entre guillemets. Déjà, j'évaluais le temps que je passais sur le projet, que j'avais passé sur des anciens projets. Enfin, le tout premier. Si on part du tout premier. Déjà, j'avais pas fait un site entier. C'était peut-être juste une ou deux pages que le client voulait compléter sur son site. Donc, de là, j'avais pris à peu près peut-être une journée et demie, 2 jours. Donc, je me suis calé sur ce temps passé en fonction de mon TJM. Du coup, je me suis dit, OK, c'est à peu près 325 euros. Faut pas que j'utilise mon temps dans le vent, quoi, en gros. Donc, à peu près 325 euros pour 2 pages. Donc, je vais appliquer ça pour mon prochain projet. Si le client, il accepte directement, qu'il veut signer tout de suite, ça veut dire qu'en fait, on était très, très bas. Donc, c'est comme ça qu'après, on augmente petit à petit. Le prochain, on fait signer à 600, ensuite à 900, petit à petit. Et on voit quand ça commence à bloquer. Si ça bloque, on se pose des bonnes questions dans le sens où est-ce que c'est mes compétences qui bloquent? Quand je monte mes projets, mon portfolio, pardon, ça bloque, ça me permet pas d'aller au-dessus. Si c'est ça, bah, dans ce cas-là, on essaye de travailler sur le point problématique et c'est là où on commence à réaugmenter nos prix jusqu'à ce que ça bloque, recomprendre pourquoi ça fonctionne pas et on retravaille sur soi. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu de la curiosité aussi parce que quand on fixe ses prix, c'est au départ par rapport au temps qu'on passe et après, ça va être par rapport à la valeur ajoutée au client, en fait. Genre il y a deux échelles. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, François. Tu as une question de Manon qui te demande si tu peux nous parler d'un échec ou d'une difficulté peut-être que tu as rencontré dans ton expérience et comment tu as su y faire face. Oui, bien sûr. OK. Donc, par exemple, ça va être les premiers projets, c'est là où tu as souvent d'inconvenus, enfin de soucis. Et donc là, c'était vraiment mon premier site web. J'avais fait déjà 3 4 missions partielles. Et le premier projet site web, certaines fonctionnalités du client, je les avais jamais vues de mon côté en formation. Et du coup, il fallait que, entre guillemets, je lui avais promis une date rapide de livraison. Donc, le seul souci, ça a été de prendre sur moi, dans le sens où, bah, du coup, tu bosses énormément le soir. Enfin, tu bosses déjà toute la journée, mais du coup, derrière, en fait, tu es hors temps. C'est-à-dire que tu comptes plus ton temps et en gros, tu essayes de trouver à tout prix la solution au problème que tu n'avais jamais rencontré, parce que ça arrive tout le temps. Je veux dire, sur chaque petit projet, tu as toujours une spécificité client que tu n'as peut-être jamais vue, et c'est comme ça que tu progresses, hein. Mais du coup, tu prends sur ton temps perso, et tu es un peu obligé parce que quand tu es freelance, ben, il faut livrer. Tu vois, il faut pas, tu peux pas te permettre de dire non, ça va être possible, etc. Enfin, sauf si c'est une demande démesurée. Mais en gros, c'est surtout la difficulté, c'est surtout de gérer son temps et de pas trop déborder sur le côté perso. Mais des fois, il faut y aller. Donc, les premiers projets, c'est surtout ça où j'ai eu un peu de difficulté, c'est bah, de travailler un peu le soir, le matin, d'y aller à fond. Euh, en plus de la journée, quoi. Et après, j'imagine que tu as su rééquilibrer ton équilibre vie Exactement. professionnelle et vie personnelle peut-être au fur et à mesure du temps. Plus tu étais rodé, Voilà. plus tu arrivais à ne pas empiéter sur tes nuits, j'espère, Ah, François. c'est un très bon point dans le sens où la première année, par contre, enfin moi, c'est ce que, en tout cas, de mon expérience perso, la première année, il faut pas trop compter nos heures et c'est là où on s'enrichit, donc il faut y aller, en fait. Enfin, comme dans tous les métiers, je pense que pour avoir de l'expérience, il faut pratiquer et il faut pas trop compter ses heures, c'est-à-dire que genre, la première année, vraiment, voilà. Faut se dire, OK, je suis à fond dans ce métier, c'est une bonne opportunité, donc j'y vais Hmm. et je me reposerai après. Merci pour ton partage d'expérience. Je vois qu'il est déjà 9h29 et il reste encore quelques questions. On va prendre celle de Smita qui est arrivée juste après celle de Manon et qui revient justement sur le sujet de ta formation. Ça a l'air d'être un petit peu flou et il y a l'air d'avoir beaucoup de formations sur le marché actuellement. Et du coup, Smita ne sait pas vraiment vers quelle formation se tourner. Donc, est-ce que toi, tu as des noms de formations que je peux peut-être écrire dans le chat? Tu as parlé des bootcamps aussi. Ouais. Est-ce que voilà, il y a des choses, peut-être deux, trois noms qu'on peut peut-être écrire aux personnes qui souhaitent se OK. lancer là-dedans? Oui, bien sûr. Après, ça dépend. C'est uniquement sur Webflow ou tout confondu?
Un Peut-être design. qu'on peut faire une uniquement sur Webflow et puis Allez, une tout ok. confondu ou deux tout confondus. Ok, On fait ça un va. peu des deux. Du coup, pour Webflow, enfin, franchement, le process, je connais une très bonne formation, c'est la formation de Otto, donc O-2-T-H-O, qui est en partenariat avec le Community Leader Webflow de France. Et vraiment, elle est top. Franchement, ils ont fait une super formation, tout le monde est assez content, il y a beaucoup d'avis. Donc, Super. très bon à checker. Et pour le côté design, moi, mon bootcamp perso, c'était celui de Google Academy, il me semble, sur Coursera, qui dure environ 6 mois, 6 à 9 mois en fonction du temps que vous passez. Et vous êtes évalué par des pairs. En gros, vous avez des évaluations à chaque fin de vidéo, par exemple, à peu près à chaque fin de section. Et vous êtes évalué par, du coup, l'organisme. Voilà. Génial, super. Bon, bah, j'espère Il y a super. Et des- je vois Arnaud aussi qui partage ouais. justement des cours gratuits pour s'initier au sujet et découvrir Webflow. Donc, merci beaucoup Arnaud pour cette ressource. Et je vois qu'il est déjà 9h31. Je suis navrée pour les dernières questions qu'on n'a peut-être pas eu le temps de traiter. Mais en tout cas, merci. C'était très riche et très varié. Merci à toi, François, pour ton temps, le partage de ton expérience. Pas de Et souci. ces lives sont une belle illustration d'actes de solidarité et d'entraide. Donc, si certaines qui nous écoutent aujourd'hui souhaitent aussi apporter leur aide à celles et ceux qui en ont besoin, qui s'interrogent sur des métiers, vous êtes invités à rejoindre notre communauté d'entraide chez Chance en vous rendant simplement sur un petit lien que je vais vous partager dans le chat tout de suite. Voilà, ce sera avec grand plaisir de vous compter parmi nos membres de la communauté. Et merci encore à Ok. toi, Merci à François. tout le monde, merci beaucoup, et puis bonne journée à tous. Ouais, bonne journée tout le Merci sur monde. Merci à toutes et À tous pour vos super questions. À bientôt tout le monde. bientôt. Au revoir. Au revoir.